Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Nous sommes là dans le cadre de votre magazine pour parler actualité en République démocratique du Congo, mais aussi à travers le monde. Comme d'habitude, nous avons un invité sur le plateau pour parler avec lui, discuter, échanger, analyser. Et l'invité de ce soir est à sa troisième participation dans cette émission. Il s'agit de Monsieur José Ndundu Bonongué, honorable puisqu'il a été élu quand même député national, Excellence parce qu'il a été ministre et politique le PDC. Il est membre du G7. Avec lui, nous allons nous entretenir autour du dialogue. Le G7 dit non au dialogue. Le G7 rejette l'envoyé spécial de l'Union africaine. Le G7 justement soutient la démarche de Moïse Katumbi visant à prier chaque jour pendant 3 mois pour pouvoir justement demander à Dieu de toucher le cœur de Joseph Kabila afin qu'il respecte la Constitution. Le G7 est certainement dans la démarche des élections, mais avec quel fichier électoral? C'est à lui de répondre à toutes ces questions. Monsieur José Ndundu, bonsoir. Bonsoir. Merci de répondre à notre invitation. Je l'ai dit, c'est une troisième fois que vous êtes sur notre plateau. D'abord, nous avons reçu en tant que ministre de l'Environnement, il n'y a pas très longtemps, l'année dernière. Et aujourd'hui encore, sur ce beau plateau, devant votre piscine, dans 2 heures, il sera 12 heures. Qu'est-ce que vous allez faire et qu'avez-vous fait hier à 12 heures? J'ai prié, j'ai considéré que c'était une très bonne initiative parce que la situation du pays est très mauvaise. Le pays est à l'arrêt. De plus en plus, il sera à l'arrêt. Et on voit d'ailleurs des Congolais qui envoient déjà par crainte leurs enfants dans des pays étrangers. Donc la situation veut qu'aujourd'hui, les Congolais s'arrêtent, prient, se posent des questions sur l'avenir de ce pays. Pourquoi nous en arrivons progressivement et au détriment de tous? Pourquoi nous arrivons à une situation de blocage et comment faire pour en sortir? En fait, hier c'était l'ego, hein, C'est exact. De ce mot d'ordre de Moïse Katumbi. Mais on voit que pendant que votre camp, permettez-moi de le dire ainsi, prie pour, entre guillemets, le respect de la Constitution, dans l'autre camp, on prie, on dit Kabila Oumela. Finalement, quelle prière Dieu devra-t-il entendre? Laissons à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. Et pourquoi inviter les gens à la prière? Dieu seul sait ce que est ce pays. Il connaît ce pays mieux que quiconque, mieux que nous tous, et donc il sait ce qu'il faut faire. Qu'est-ce que j'observe aujourd'hui? J'observe que le président de la République a demain 15 ans de pouvoir. Demain 21. Demain 21 janvier. 15 ans de pouvoir, c'est énorme, parce que j'ai entendu des gens qui disent non, les seuls pays qui marchent au monde, ce sont les pays où il y a une durée dans la gestion du pays. Mais non. Les États-Unis, par exemple, Roosevelt est resté 12 ans. Et après les 12 ans, les Américains se sont sentis dans l'obligation de prendre un nouveau dispositif constitutionnel qui fait qu'un président des États-Unis est seulement élu pour 2 mandats. Aujourd'hui, on nous dit il faut que le président de la République... Le président de la République a aujourd'hui une occasion exceptionnelle de sortir en beauté. Il a pris des décisions courageuses. Il a accepté un dialogue à l'époque pour que nous allions vers l'apaisement, vers la paix, vers le fait que les Congolais puissent vivre ensemble et bâtissent un grand pays au cœur de l'Afrique. Aujourd'hui, progressivement, tout cela est remis en question parce qu'on voudrait un mandat supplémentaire ou une durée supplémentaire ou un glissement. Nous disons non. Il y a eu une constitution adoptée alors que le président de la République était président et qu'il a battu campagne pour l'adoption de cette constitution. Pour qu'aujourd'hui, tout d'un coup, on s'aperçoive qu'il faille changer après 10 ans. Il faille maintenant changer cette constitution. Et donc ce sera que chaque nouveau président changera de constitution. Un pays ne peut pas être dirigé de cette façon. Mais Joseph Kabila a dit devant les siens, je vais dire devant la majorité présidentielle, qu'il n'a jamais initié des rencontres pour parler du changement de la constitution. Pourquoi jusqu'à ce jour, vous continuez à lui prêter des intentions? Vous croyez vraiment
que tout ce qui a été fait depuis plusieurs mois maintenant, c'était seulement pour tester quoi? Pour tester le fait que les Congolais acceptent qu'on puisse, à la gestion d'un pays, faire des pronostics où un président de la République qui arrive à la fin de son mandat, à 10 mois de la fin de son mandat, 11 mois de la fin de son mandat, qui estime qu'il faut maintenant que l'on dialogue. Mais on a dialogué il y a 1 an et demi, on a eu des concertations. Pourquoi à nouveau? Pour que dans 6 mois, à nouveau, on dialogue. Cela nous paraît superfétatoire. Cela nous paraît absolument incongru. Mais puisque ces concertations n'ont pas réussi à réunir l'ensemble de la classe politique. Et vous croyez qu'elles vont maintenant réunir l'ensemble de la classe politique ça, les souhaits de tous. Avec ce qui se passe? C'est ça les souhaits de tous. C'est pour cela que l'Union africaine a envoyé, n'est-ce pas, son médiateur pour justement vous convaincre, vous les anti-dialogues, à y aller, pour chercher des solutions aux problèmes de la nation. Personne ne connaîtra mieux ce pays que les Congolais. Nous avons été au cœur du système. Nous voyons ce qui s'est passé au cours de ces dernières 10 années autour desquelles nous avons travaillé avec le président de la République. Nous disons non au dialogue parce que nous savons qu'en réalité, ce battage médiatique, cette pression qu'il y a pour qu'on aille au dialogue n'a qu'un seul but, le glissement, ou même, comme on a voulu le faire, le changement de constitution. Et vous verrez que les événements, et je souhaiterais que ça ne soit pas le cas, les événements nous donneront raison bientôt. L'objectif de ce dialogue n'est autre que de dire 2, 3, 4 ans de plus, et puis en cours de ces 2-3 ans, un changement constitutionnel qui conduirait ce pays à la pérennisation d'un pouvoir que nous avons connu avec le maréchal Mobutu. 32 ans, aujourd'hui 15 ans, nous ne pouvons pas accepter d'aller sur cette lancée pour que chaque fois que de besoin, pour une seule personne, quels que soient ses mérites, et nous reconnaissons des mérites à l'actuel président de la République, que l'on change la Constitution, l'acte fondamental qui nous régit et qui veut gérer ce pays pour l'intérêt de tous les Congolais et je dirais pour l'intérêt de l'Afrique aussi. Justement, vous parlez de 15 ans, c'est vrai, lorsqu'on regarde 21 janvier 2001, 21 janvier 2016, ça sera demain, donc Joseph Kabila aura fait 15 ans à la tête du pays. Et dans ces 15 ans, José Ndoundou et son parti, n'est-ce pas, l'y ont accompagné pendant 10 ans. Effectivement. C'est énorme. Oui, oui. 10 ans, oui. Vous ne l'avez pas aidé et c'est aujourd'hui que vous vous dites que nous pouvons former le G7. Qui vous dit que nous n'avons pas dit ce qu'il fallait dire? Mais pourquoi nous sommes arrivés à sortir? Pourquoi sommes-nous sortis de cette majorité? Parce que vous aviez déjà des agendas cachés. Vous savez, quel agenda caché? Lorsque nous disons au président de la République qu'il faut respecter cette constitution qui est votre œuvre, avec nous bien sûr. Lorsque nous disons au président de la République, sortez par le haut, sortez grand, ne vous attachez pas à une situation qui va se dégrader de plus en plus et la sortie se fera par le bas. Est-ce que pour cela, nous avons péché? Est-ce que pour cela, nous n'avons pas fait ce qui était notre devoir de faire que le pays s'engage sur la voie du progrès, sur la voie du rassemblement, sur la voie de la paix, sur un mieux-être pour tous les Congolais? C'est ça la question. C'est ça la question justement. Mais vous ne craignez pas que la population, puisque à la période électorale, vous serez demandez l'opinion de la population. Est-ce que cette population vous fait confiance? Elle ne vous qualifie pas des traîtres, comme on a l'habitude de le dire. Vous avez trahi Joseph Kabila et aujourd'hui vous allez vers cette population qui vous a observé travailler avec Joseph Kabila pendant plus de 10 ans pour ce qui vous concerne. Oui, pas 10 ans, oui. Nous avons travaillé avec le président Kabila loyalement. Nous avons dit, quand il fallait le dire, que la voie que l'on prenait était une bonne voie ou que la voie qu'on voulait prendre était une mauvaise voie. C'est ce que nous disons aujourd'hui. Nous ne disons rien d'autre qu'il faille respecter la Constitution, qu'il faut absolument faire en sorte que dans les délais constitutionnels, on puisse aller aux élections, que le président de la République sorte par le haut et que demain, il se donne toutes les chances devant sa jeunesse pour éventuellement revenir à l'avant-plan, mais qu'il faut respecter le document sacré qu'est la Constitution. Voilà ce que nous disons jour et nuit. Et nous croyons que l'opinion est là pour démontrer
qu'elle est avec nous dans ce débat et dans cette analyse que nous faisons de la situation. Votre souhait est que la Constitution soit respectée. Votre souhait est qu'il y ait, n'est-ce pas, élection dans les délais constitutionnels. Êtes-vous d'avis aujourd'hui que nous avons un problème financier? Le président de la CENI d'ailleurs a parlé du fichier électoral qui cause problème. Même la communauté internationale, les observateurs de plusieurs organisations l'ont signifié. Vous êtes d'avis que si nous allons aux élections dans ces conditions, nous aurons de bons résultats? Vous savez, les prétextes qui sont évoqués, manque d'argent. Parlons-en. Je vous en prie. Les budgets annuels que nous avons connus ont prévu une quote-part pour les élections. Cet argent a été détourné pour d'autres projets. Il y a eu pour plus d'1,5 milliard de projets non budgétés qui ont été réalisés. Mais cet argent aurait dû aller pour les élections. En réalité, on a organisé le manque de ressources pour aller aux élections, pour se maintenir au pouvoir. Et cela apparaît de plus en plus clairement. Et donc, ce que nous disons, c'était le devoir du gouvernement, dans lequel nous étions partie prenante, de mobiliser les ressources nécessaires. Et aujourd'hui, c'est le témoignage que le pays est bien ou mal géré, selon que l'on a suffisamment de moyens pour aller vers ce qui est essentiel, c'est-à-dire la démocratie, le choix par les Congolais des animateurs de la vie nationale, et par ceux qui, eux, se sont organisés pour qu'il n'y ait pas d'élection et que nous puissions alors aboutir au chaos qui se prépare aujourd'hui. Est-ce que le G7 pense réellement, c'est vrai, vous dites que l'argent qui avait été destiné à l'organisation des élections a été détourné à autre chose, mais maintenant qu'il se pose un problème, c'est vrai, c'est déjà consommé, l'argent a été détourné, il n'y a pas de moyens pour l'organisation des élections. Vous ne trouvez pas qu'il est important de se mettre autour d'une table pour discuter, même si il faut leur dire que les élections doivent être organisées dans les délais constitutionnels? Vous ne trouvez pas que c'est autour d'une même table, dans le cadre du dialogue inclusif, que vous pouvez justement dire cela à Joseph Kabila? Vous n'allez pas pour qu'on vous impose leur position quand même. Vous savez, quand je vois l'Union africaine, parce qu'il ne faut pas nous prendre pour des naïfs. L'Union africaine fait déjà le formate déjà le dialogue qui va venir. Il faut prendre un tel, il faut prendre telle structure. Non, la question des élections est une question éminemment technique d'abord. Il y a la CENI, que la CENI fasse son travail. S'il y a une connotation quelconque qui appelle l'implication des politiques, on fait venir la majorité, on fait venir l'opposition, la CENI, et on trouve des solutions ensemble. Il ne peut... Dans les cadres tripartites. Hein? Dans un cadre, aujourd'hui, on va faire une grande messe. À la fin de la messe, on dira, voilà, pour de bons et loyaux services, le président de la République peut continuer 5 ans. Là n'est pas notre vision des choses. Nous disons, il y a eu des structures, c'est sûr, on a parlé du fichier. L'OIF est venu ici, a établi qu'il était possible, dans un laps de temps d'autant de mois, de faire tel et tel acte qui puisse conduire à des élections acceptables, transparentes, bien organisées. Et nous disons, restons dans ce cadre, ne faisons pas une messe qui puisse rassembler des gens venant, quel que soit le respect qu'on a vis-à-vis d'eux. Mais aujourd'hui, ils ne sont pas partie prenante au problème. Il n'y a pas aujourd'hui un problème de cohabitation entre Congolais. Il n'y a pas aujourd'hui un problème qui fasse que l'on fasse à nouveau une conférence nationale souveraine comme on le fit à l'époque. Aujourd'hui, tout a été balisé il y a 10 ans à Sun City. Concentrons-nous là-dessus, dans le format, dans la méthode et de la manière qui a été prévue pour que nous allions à des élections qui puissent permettre de dégager une nouvelle majorité, qui puisse alors rassembler le peuple congolais pour des objectifs de progrès, de développement social et économique. Aller aux élections, c'est bien, c'est le souhait de tous. S'il faut poser la question à 10 personnes sur la rue, en tout cas, je suis très sûr que 9 diront qu'il faut aller aux élections. Le président de la République, dans son adresse convoquant le dialogue, il en a aussi parlé, d'accord pour les élections. Mais il a évoqué la situation de 2006, où les gens se sont tirés dans la capitale.
En 2011 aussi, nous connaissons les climats qu'il y a eu après publication des résultats. Voulez-vous aussi Est-ce qu'en que cette fois-ci, 2006, on a à nouveau organisé un dialogue après Sun City? Est-ce qu'en 2011, est-ce on a que, je peux organisé un terminer nouveau ma dialogue? question, est-ce que s'il vous vous plaît. voulez aussi qu'en 2016, le même climat soit encore d'actualité? Pourquoi voulez-vous qu'en 2016, tout d'un coup, les Congolais qui ont été aux élections en 2006, en 2011, dans les conditions que vous connaissez, pourquoi voulez-vous que tout d'un coup, les Congolais disent on fait la révolution, on casse tout? Mais non. Le système est rodé, il est où il est. Laissons le système fonctionner comme il a fonctionné en 2006 et faisons en sorte qu'il n'y ait pas les motifs. Parce que justement, ce qu'on reproche à 2006, et plus encore en 2011, on est en train de le préparer maintenant. On est en train de le préparer. Oui. Maintenant, quand on veut que chacun, tout le monde et l'opposition participent à la préparation de ces élections, qu'est-ce qui vous fait mal? Mais nous disons, c'est le droit de l'opposition d'avoir un droit de regard. C'est le droit de la majorité. Et c'est le droit de la CENI institutionnellement installée pour faire ce travail. Pourquoi voulez-vous qu'il y ait un dialogue qui va se terminer par des applaudissements, par... J'ai entendu des gens dire, oui, ne changeons pas l'équipe qui gagne. Donc on oublie la Constitution, tout d'un coup, parce que vous me plaisez ou parce que j'y trouve mon intérêt, on ne change pas l'équipe qui gagne. Je considère que ce n'est pas une méthode de travail. Vous parlez de la Constitution, d'ailleurs, il y a certains politiques qui estiment que cette Constitution était l'œuvre de belligérants. Vous ne pensez pas qu'il faut que les élus du peuple puissent doter à la République une nouvelle Constitution? Et les élus du peuple ont été élus sur quelle base? Sur quelle Constitution? Le président de la République est aujourd'hui président de la République sur base de quelle Constitution? Pour que tout d'un coup nous estimions que pour telle ou telle raison, parce qu'on a fait du bon travail, on va se pérenniser au pouvoir. Mais non. Et l'opinion, le drame, c'est que nous croyons que cette opinion ne comprend pas ou ne connaît pas la situation. L'opinion sait très bien où se situe le problème et l'opinion sait qui est le problème, qui est la solution. L'opinion sait qui est le problème, qui est la solution. Lorsqu'on a parlé du dialogue, je parle de l'opposition parce que vous faites désormais partie de l'opposition, réclamer un dialogue selon l'accord cadre d'Addis Abeba, même si quand il faut parler de cet accord cadre, il y a encore beaucoup de choses à dire là-dessus. Maintenant, aujourd'hui que les dialogues ont maintenant un médiateur, un facilitateur désigné par l'Union africaine, pourquoi ne pouvez-vous pas approcher, dire à ces médiateurs ce que vous voulez pour ces dialogues, au lieu, n'est-ce pas, de continuer à monter les enchères? Nous sommes constants, nous ne montons aucune enchère. Le pays est trop important, les 80 millions de Congolais sont trop importants pour que nous nous livrions à ce jeu. Nous disons au contraire, tous ceux qui veulent aider le Congo, tous ceux qui sont nos partenaires, vous savez, nous ne sommes pas dans ce discours qui le matin reçoit des produits pharmaceutiques, reçoit de l'assistance extérieure, des routes, de l'eau potable grâce à l'étranger, et qui le soir... Ça, c'est dans le cadre de la coopération. Non. Mais la souveraineté d'un État, c'est autre chose. Nous sommes dans un système qui veut que ce qui a été souscrit par toutes les parties prenantes congolaises soit respecté. Ça ne peut pas être le fait de la rupture ou de la décision d'une institution, quelle qu'elle soit, pour que tout soit remis en cause. Alors, vous nous parlez de la médiation de l'Union africaine. Les raisons qui ont fait que nous refusions la médiation internationale telle qu'elle était voulue sont là pour que nous disions, nous n'acceptons pas de changer seulement de costume pour nous faire avaler ce que nous n'acceptons pas basiquement, qui est qu'il faut laisser le peuple congolais s'exprimer dans les délais prévus, dans le respect de la Constitution, sur le choix de ses animateurs. C'est de l'exclusive compétence des Congolais et pas de la communauté internationale, même si nous voulons avoir les meilleures relations avec nos partenaires étrangers.
lorsque la majorité vous disait la souveraineté de notre pays n'est pas à vendre, vous disiez, vous êtes en train de dire ça parce qu'on a besoin de la communauté internationale. Aujourd'hui, la majorité fait appel à la communauté internationale. Vous dites maintenant que vous n'en avez pas besoin. Finalement, ce n'est pas vouloir une chose et son contraire. Mais que la majorité parle alors avec la communauté internationale. Ban Ki-moon qui appelle au dialogue, le pape même qui appelle au dialogue, l'église catholique qui apparemment était avec vous, qui change de langage. Vous croyez vraiment que l'église catholique, l'institution qui s'appelle l'église catholique, 2 fois millénaire, change comme ça d'opinion? Mais c'est parce que le pape l'église catholique veut que Mais nous dialoguons tous les jours. Vous croyez que nous n'avons pas de contact avec certains dirigeants de la majorité? Nous dialoguons, mais nous disons ce dialogue tel qu'il est voulu, avec les objectifs qui sont les siens, ce dialogue-là n'est pas acceptable pour nous. Mais parler entre Congolais, où est le problème? Respecter le président de la République, où est le problème? Dire la vérité au président de la République, dire au président de la République qu'après tout ce qu'il a fait, vouloir aujourd'hui, à quelques mois des échéances capitales pour ce pays, accepter qu'on se livre à des jeux qui, en fait, n'ont qu'un seul but, changer les règles du jeu. C'est une grave erreur. Voilà ce que nous disons. Et cela porte la marque de la responsabilité. Le président de la République ne veut pas que plus de 8 millions de jeunes Congolais soient, n'est-ce pas, exclus de cette bataille. Nous n'avons aucune objection par rapport à cela. Mais tout ça va demander un minimum de temps. Ça demande un minimum de temps, ça demande des moyens. Est-ce que pour le faire, on a besoin de la médiation de l'Union africaine ou de l'Union européenne ou du système des Nations Unies? Personne ne refuse. On aurait dû le faire. Qui gérait la CNI? On aurait dû le faire depuis des années. C'est un processus normal que celui qui atteint l'âge de la majorité puisse s'inscrire. Lorsqu'on voulait un recensement l'année dernière, il y a eu des morts. Le 19 janvier, d'ailleurs, nous sommes le 19 aujourd'hui, il y a eu des morts parce qu'on a mis en place l'ONIP qui devrait recenser la population et permettre justement il ne faut pas pour avoir de bonnes élections. Je n'accepte pas que vous utilisiez cet argument. Les Congolais qui sont morts, Dieu est leur âme, ils savent pourquoi ils sont morts. Et nous savons pourquoi ils sont morts. Ce n'est pas parce qu'on voulait enregistrer 4, 5 ou 6 millions de Congolais. Mais c'est parce qu'on voulait changer les règles du jeu. Vous le savez bien, il faut pas travestir la vérité. La réalité, c'est qu'on a des sous-entendus, on a des actions qui n'ont qu'un seul objectif, dont on ne le fait pas apparaître le moment venu, mais qui progressivement se découvre. On découvre aujourd'hui que l'objectif poursuivi, ce n'est pas l'enrôlement. Nous sommes d'accord pour l'enrôlement. Et il ne faut même pas s'asseoir pour dire qu'il faut enrôler les Congolais. C'est le droit de vote qui est constitutionnel. Mais tout ça a été retardé sciemment pour aboutir à une situation de chaos. Et pour qu'on dise non, ce n'est pas possible de réaliser les autres. Mais malheureusement, pour s'en sortir, il faudra l'opinion du peuple congolais, il faudra l'appui, pas l'opinion, l'appui du peuple congolais. Or, nous connaissons de plus en plus quelle est son opinion. Vous connaissez de plus en plus quelle est son opinion. Pendant que la majorité se prépare, aujourd'hui où je vous parle, 25 partis adhèrent à la majorité présidentielle. Aujourd'hui même, en ce moment, à la FIKIN, Kabila ne vous a pas dit qu'il sera candidat. Il aura peut-être un dauphin qui va vous surprendre parce que sa famille politique se prépare. Vous, et vous croyez que nous ne nous préparons pas? Vous ne vous préparez pas, vous êtes en train de suivre juste le mouvement de la majorité présidentielle, glissement, dialogue, pas de dialogue. Je vais vous dire, justement, vous nous donnez raison. Vous nous donnez raison. Parce qu'on croit que nous avons dit non. Ce dialogue-là, tel qu'on le veut, nous n'en voulons pas. Et nous avons tourné la page, nous travaillons sur d'autres choses. Et je vous vois arriver sur les partis politiques. Mais c'est un scandale. C'est un scandale. Les gens qui vont adhérer à une famille politique, vous appelez ça scandale? Oui, je vais vous dire pourquoi c'est un scandale. Je vous en prie. Le chef de cette majorité, c'est le président de la République. N'est-ce pas?
C'est la majorité à laquelle vous avez appartenu. Ben, bien, je peux en parler en connaissance de cause. Je vous en prie. Et c'est lui le garant de la Constitution qui fait que les partis politiques font partie du fonctionnement même du pays. Nous sommes dans un système de partis. Et aujourd'hui, parce que tel ou tel intérêt mineur, minable, est en jeu, on va enrôler des partis politiques dont on sait, le PDC, tout le monde sait qui a créé le PDC, qui a travaillé d'arrache-pied, qui a proposé que ces ministres qui sont là à un certain moment le soient. Et aujourd'hui, on dit, bon, il va y avoir un PDC. Donc, lorsque vous créez un parti politique, vous les créez pour vous-même, ce ne sont pas des patrimoines nationaux. Voilà. D'un côté, on se prévaut de vouloir un dialogue, et de l'autre, on se prévaut de coups bas. Mais tout ça, nous savons où ça va se terminer. L'opinion publique, là où le PDC est installé, l'opinion publique sait qui est qui. Le MSR, l'opinion publique sait qui est qui. Chacune ici sait le PDC, à qui cela appartient. Donc, laissons ce jeu se faire. Mais lorsque vous Mais le peuple saura. Vous avez des membres fondateurs, vous avez des cadres dans le parti. Vous ne pouvez pas faire quelque chose sans le consulter. Vous refusez la dictature à la tête de la nation, mais vous vous imposez votre dictature dans le parti. Qui vous a dit que ces gens, du moins ceux qui étaient concernés, n'ont pas été consultés? Ils le disent haut et fort. Qui vous a dit aujourd'hui? On en a vu qui ont rassemblé une opinion et puis ça veut dire quoi? Parce qu'on donne un peu d'argent, les gens viennent marcher et puis demain vous êtes chef du parti. Vous ne donnez pas l'argent. Parce que c'est pas un fonctionnement normal. Et personne n'est dupe. Ce qui est triste, c'est le bal des chauves. Chacun sait qu'en fait, c'est un amusement qui va s'arrêter de soi-même. Vous verrez que ces gens ne se présenteront pas comme PDC. Parce qu'ils seront battus. C'est une mascarade. Et c'est dommage que d'un côté l'on veuille un dialogue et de l'autre on se livre à ces jeux minables. En partant de la majorité, vous avez cru faire mal à la famille de Kabila, mais apparemment sa famille politique bien sûr, mais apparemment ils sont toujours forts. Hein? Les autres partis qui viennent adhérer, ça ne vous fait pas mal, le G7? Écoutez, s'il vous plaît, nous avons été de cette majorité. Nous savons qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne. Donc aujourd'hui, que tel ou tel devenu député, vous évoquez le contexte de 2011, c'est beaucoup de choses par rapport à 2011. Alors, pourquoi vous voulez que ça nous empêche de dormir? Il y a des gens qui croient que le fait que le MSR, il y a quelques troublions qui s'agitent, Pierre Lumbi ne dormirait pas. Je peux vous dire qu'il dort bien. Parce qu'il sait, il connaît l'opinion, comment ça se passe. Et je crois qu'il faut que nous nous livrions à un jeu qui corresponde aux besoins fondamentaux de ce peuple et pas à des besoins, je dirais, alternatifs, mineurs, minables. C'est le jeu auquel on se livre aujourd'hui, dont on connaît l'issue, malheureusement. Est-ce que la population congolaise peut continuer à faire confiance à la classe politique actuelle? Apparemment, la population est délaissée, vous vous battez pour vos propres intérêts, je crois que positionnement personnel. Ce que je vois, ce qui se passe à Lubumbashi par exemple, à Goma par exemple, à Bukavu par exemple, je ne parle pas de l'Équateur, qui a été toujours une province de l'opposition, à Kinshasa. Pourquoi a-t-on acheté tant d'équipements? Pourquoi? Pour la police. C'est qu'il y a une raison. Donc je ne considère pas qu'il y ait un problème par rapport à ça. Sécurisé quand même. Le pays a besoin d'être sécurisé. Pourquoi lorsqu'il on renforce la sécurité, vous pensez toujours à autre chose? La véritable sécurité, c'est pas les camions, c'est pas l'équipement des policiers, c'est que les gens aient à manger matin, midi, soir. C'est ça la véritable sécurisation. La sécurité, on le voit. Il y a déjà des familles qui se déplacent. C'est qu'il y a une vérité dans la politique que l'on fait. Donc ce n'est pas ça qui nous inquiète. Ce qui nous inquiète, c'est qu'il faut respecter les règles du jeu. Il faut faire en sorte que la population... Vous savez, aujourd'hui, il y a une crise majeure économique. Vous le savez, l'effondrement des cours.
Ça, c'est Alors, mondial. Hein. mais c'est mondial, il faut affronter ce problème. On n'affronte pas ce problème en achetant, en se suréquipant de matériel de défense ou de sécurité. On aborde ce problème ensemble, pas en créant des partis, pas en faisant des alliances qui sont inobjectives. Ça ne marche pas de cette façon-là. Quel bilan faites-vous du G7? Ce n'est pas à nous à faire le bilan du G7. Commencez par le faire. Nous sommes là depuis 3 mois. Voyez l'opinion qui est avec nous, qui s'agrège autour de nous, de nos objectifs. C'est ce que je peux vous dire. Nous n'en sommes qu'au 4e mois aujourd'hui. Donc, nous avons la durée avec nous, même si quelques-uns veulent se donner plus de durée encore, nous disons, nous sommes prêts pour les batailles électorales, transparentes, démocratiques qui viennent vers nous. Nous tendons vers la fin de notre magazine. Monsieur José Ndoundou, comment entrevoyez-vous l'avenir de ce beau et grand pays, la RDC? Vous savez, il n'y a pas, j'ai eu l'occasion d'être dans des négociations internationales. Il n'y a pas 10 pays qui rassemblent autant d'atouts que ce pays. D'abord par sa dimension, par les ressources qui sont lesquelles. L'eau, par exemple, on en parle très peu. L'énergie que cette eau va produire, la situation de l'agriculture dans ce pays. Nous disons, ce pays est un pays exceptionnel et donc il ne peut, quoi qu'il y ait des vices de forme, qu'il y ait des problèmes de parcours comme nous connaissons maintenant, eh bien, la confiance que nous avons dans la capacité de l'homme congolais de tenir ce pays, de le faire développer, est une confiance énorme, considérable, parce que nous savons que ce pays a non seulement l'homme, qu'il a non seulement l'étendue, qu'il a non seulement les ressources, mais qu'il a aussi la volonté de l'aller de l'avant, comme le combat que nous menons aujourd'hui. Le combat que nous menons aujourd'hui pour la vérité, plus pour une vision, pour un développement intégral de l'homme congolais, nous fait croire que nous avons le bon choix et que nous allons de l'avant. Adressez-vous maintenant, cette fois-ci, aux militants et cadres de votre parti, le PDC, en qualité de président national. Quel est le message que vous leur accordez? Le message, c'est de dire à mes camarades, à mes amis, à ceux qui, depuis des années, pas seulement depuis 10 ans, mais bien avant, qui sont avec nous, de nous faire confiance. Nous savons ce que nous voulons, nous savons où nous voulons aller, et nous voulons d'un grand Congo avec vous tous, du PDC, où que vous trouviez dans ce pays, dans ce beau, immense et grandiose pays. Ensemble, nous allons bâtir un Congo de prospérité, un Congo de développement, un Congo où il fasse beau vivre, où la liberté sera privilégiée, où la liberté sera un droit sur lequel personne ne peut revenir, ni ne peut oublier. Faire en sorte que ce pays, nous puissions le développer ensemble, avec d'autres partis politiques, mais aussi avec l'ensemble des Congolais, ceux et celles qui ne sont pas dans les partis politiques, et vous qui êtes dans les partis politiques comme nous. Nous voulons un Congo grand, prospère, fort, juste et libre. Nous sommes pendant la période de vœux. Un vœu au président de la République. Je voudrais dire au président de la République, et nous l'avons écrit dans notre lettre, que le peuple congolais n'oubliera pas ce qui a été fait de positif depuis 15 ans, puisque c'est demain, mais que le peuple congolais attend de lui, garant des institutions, garant de la Constitution, qu'il sache prendre ses responsabilités au moment où il faudra les prendre pour que le pays connaisse la paix, pour que le pays puisse se développer et pour que lui aussi participe avec son parti politique au développement de ce pays, comme nous voulons que ce soit le cas pour toutes les Congolaises et tous les Congolais. Ce que je voudrais dire, et ça n'a échappé à personne, au Sénégal, on parle de réduction de mandat de 7 à 5 ans. Ici, nous parlons de mandat supplémentaire, alors que le président de la République a déjà 15 ans. On parle de mandat supplémentaire ou de 2 à 4 ans, comme le dit si souvent le porte-parole de la majorité.
Alors vous comprenez pourquoi il y a des Congolais qui se rendent agorés. Pourquoi tout d'un coup, d'aucuns se posent la question sur toute la machination qui est montée aujourd'hui pour augmenter, alors que le président aujourd'hui peut sortir avec des œuvres concrètes réalisées. On veut créer un problème en allongeant indéfiniment un mandat dont on sait qu'en finalité, il ne sera pas accepté par les Congolais. Voilà, mesdames et messieurs, ça n'est donc fini pour ce soir. Une très belle émission. Les réponses viennent de notre invité. Vous l'avez certainement suivi. Il s'appelle M. José Ndundo Bonongue, président national du PDC, membre du G7. Avec lui, nous nous sommes entretenus autour des questions d'actualité en République démocratique du Congo. Besoin, n'est-ce pas, de lui poser des questions. Faites comme d'habitude au numéro qui avait été affiché au bas de votre petit écran. Toutes vos questions, vos suggestions vont bien sûr lui parvenir. Merci à toute l'équipe technique. Merci, n'est-ce pas, à tous ceux qui nous ont suivis et à toute la grande équipe de Vision Info Production. D'ici là, portez-vous bien en compagnie de nos différents programmes sur toutes nos chaînes partenaires. Au revoir.